Bien, bonjour, je vous propose de commencer le grand tour de ce midi où le docteur Anas Sophia Sérafim, qui fait partie de notre service, mais avec d'autres cordes à son arc, vous avez déjà parlé de la dépendance à l'alcool et puis on s'est rendu compte que finalement le sujet méritait une extension en se penchant plus sur les aspects thérapeutiques, d'autant plus qu'il y a peut-être de nouvelles molécules qui entrent en jeu. Et donc, voilà, Anna-Sophie a accepté l'invitation et on lui cède la parole. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Oui, il y a des petites nouvelles par rapport à la prise en charge pharmacothérapeutique du trouble de dépendance à l'alcool. Pas encore de solution miracle, ce qui serait souhaitable. On reste bien convaincu qu'il faut une prise en charge multidisciplinaire et un travail en réseau pour mieux prendre ces patients en charge. Donc, je ne viens pas vous parler en tant que psychiatre, puisque je ne suis pas psychiatre. L'objectif n'est pas non plus de faire un séminaire en pharmacologie, mais c'est surtout de revisiter ce que nous avons comme outils thérapeutiques disponibles en pharmacie actuellement et quelles sont des nouvelles molécules qui sont en train de recherche actuellement. Donc, je n'ai aucun conflit d'intérêt. Euh, et je ne pratique pas l'abstinence totale. Je ne sais pas si ça intéresse pour le séminaire. Euh, alors, ce qu'on va discuter un petit peu, j'ai divisé mon exposé dans l'approche médicamenteuse et l'approche psychothérapeutique. Ce sont des choses qui sont bien connues, pratiquées, donc une prise en charge combinée. Et puis, je vais vous parler un tout petit peu de ce qui est plutôt de la recherche, un peu de futurologie, la modulation du microbiote intestinal, la modulation de la neuroinflammation, en passant de nouveau par l'intérêt des modèles intégrés multidisciplinaires. Je ne pense pas qu'on aura le temps de discuter de la rémédiation neuropsychologique, mais ce sera peut-être pour un autre séminaire. Pour simplifier, quand on parle de troubles d'usage d'alcool au courant de cet exposé, euh, je vais l'utiliser comme synonyme de la dépendance à l'alcool, juste pour que ça soit plus facile. Alors, l'impact des troubles d'usage d'alcool, c'est énorme au niveau mondial. C'est responsable de 2,8 millions de décès d'après le dernier rapport de 2019 et ça rapporte à 2016. Il est responsable de 7,6 millions d'années de vie perdues en raison de la mortalité prématurée et des blessures. Et la principale cause de décès chez les personnes âgées entre 15 et 49 ans d'âge. Donc, c'est une tranche d'âge assez jeune. C'est notre population très, très, très active. Et ces personnes vont décéder surtout d'accidents de route, de pathologies psychiatriques, notamment de suicides. La grande partie des suicides ont comme véhicule moteur la prise d'alcool, les maladies infectieuses et le cancer. Euh, alors, les quatre idées clés que je voudrais vous présenter, il s'agit d'une maladie chronique avec un taux élevé de récidivisme pour laquelle il n'y a pas de traitement vraiment efficace jusqu'à présent. Il y a uniquement quatre médicaments disponibles actuellement en pharmacie qui sont approuvés pour cette finalité. Il y a quelques options thérapeutiques en contexte de recherche clinique et peu importe la molécule que vous allez utiliser pour traiter vos patients, elle fonctionne mieux si intégrée dans un projet psychothérapeutique et surtout multidisciplinaire. Et donc, il faut commencer par traiter au moment le plus aigu de la dépendance à l'alcool, le moment du sevrage, qui peut durer entre 3 et 7 jours. Ça, c'est le sevrage physique, mais qui peut se prolonger jusqu'à 2, 3, 4 semaines. Ça dépend des cas de sévérité de dépendance. Notre arme thérapeutique se base sur les benzodiazépines, soit diazépam, soit lorazépam, ce qui est disponible en Belgique. L'utilisation du traitement adjuvant par antiépileptique et antipsychotique
c'est une utilisation off-label, il n'y a pas vraiment de données là-dessus et il faut toujours combiner par la prise en charge, par la prise de vitamines à haute dose, surtout la thiamine. Donc, je mets ici comme exemple le Benerva et le Befact, puisque si au moment le plus aigu du sevrage, on donne 2 comprimés de chaque, on est largement couvert en thiamine au-delà de 1 gramme par jour par la voie orale. Donc, peut-être juste un mini commentaire, Anna Sophia, par rapport au B-Fact Forte. Euh, Oui, j'ai une croisade contre le B-Fact Forte, hein, parce qu'il y a 300 mg de B6. ouais, Et si on est parti en cause, en chronique, la on a un risque quand même de polyneuropathie. neuropathie. Donc, C'est B-Fact Forte, il faut vraiment oui. faire Donc, attention. c'est Et pour ça surtout, que si on veut donner de la B1, donnons du Benerva. Peut-être ne pas oublier la PP, parce que s'ils sont en déficit, enfin pour l'alcool, c'est surtout la thiamine qui est importante. Et le reste, cette composition de Befact Forte, je ne comprends pas bien. Donc voilà. Donc je suis il y a, anti-Befact Forte. oui. Il y a la petite note durant 1 à 4 semaines en fonction de la présence des troubles cognitifs associés. Donc, c'est en traitement aigu. OK. Effectivement, les patients bénéficient de la prise en charge vitaminique pendant 1 mois et puis on arrête la supplémentation à vie. Il n'y a pas de sens, sauf s'il y a une polyneuropathie. Et ça, il y a du sens de continuer le Benerva ou la thiamine en monothérapie, pas le Befact. Moi, j'arrête systématiquement le Befact au long cours. Hum, après le sevrage, on passe au traitement pharmacologique du maintien de l'abstinence ou de la consommation contrôlée. Donc, la consommation contrôlée, c'est un nouveau concept qui nous apparaît vu la nécessité de diminution des risques, de minimisation des dégâts chez certains patients. Chez certains patients, parce que pour certains, on n'est pas encore arrivé dans leur marche motivationnelle à une abstinence, à que le patient soit prêt à une abstinence totale, soit parce que c'est un type de consommation de type binge drinking qui est un type de consommation à part et qui n'est pas le cible de cette présentation, mais chez qui certains médicaments peuvent aussi bien marcher. Donc, comme traitement du maintien de l'abstinence, on a la camprosate campral, la naltrexone. Je mets ici le baclofen, même si c'est une utilisation off-label avec peu de données et les données sont un peu contradictoires. Et aussi le disulfiram, l'antabuse, qui n'est pas un médicament anti-craving, puisque de son mécanisme, c'est un mécanisme de crainte de l'effet disulfiram et pas vraiment anti-craving. Mais on peut l'utiliser dans certains contextes. Les médicaments approuvés pour la consommation contrôlée, c'est le nalmefène, c'est l'encro, qui est déjà disponible en Belgique aussi. La naltrexone, même si elle marche mieux dans l'objectif de maintien de l'abstinence, elle a quelques données en tant que contrôle de la consommation. Après, ici, je vous présente une dia que moi, je l'utilise dans ma pratique journalière. J'essaye d'utiliser les médicaments disponibles, les peu de médicaments disponibles, d'après le type de craving que le patient devant moi présente. Et il y a certaines études qui montrent qu'il y a une efficacité supérieure quand on va adapter le médicament à un craving de récompense, soit un craving de soulagement ou un craving de type obsessionnel. Le craving de récompense, c'est le renforcement positif que la substance procure au patient. Le craving de soulagement, c'est le renforcement plutôt négatif. C'est le patient qui va consommer parce qu'il est en souffrance ou parce qu'il anticipe les effets négatifs du manque d'alcool. Et dernièrement, le craving de type obsessionnel, qui est en craving de type le patient est en permanence envahi par des pensées fort obsessives, compulsives. Il y a certains outils pour évaluation. Par exemple, ici, le Craving Typology Questionnaire, il y a 15 questions et on peut plus ou moins adapter selon ce type de craving. Alors, la naltrexone et le nalmefène ont plus de données au niveau du craving du type positif, de, de, du plaisir. Le craving de soulagement, plutôt le campral.
Et puis, les médicaments off-label qu'on peut utiliser, le baclofen et les SSRI, aussi dans le craving obsessionnel. Alors, je vous présente quelques petites dias pour résumer les caractéristiques des trois principaux médicaments utilisés. Le Campral a une utilisation approuvée pour les troubles d'usage d'alcool depuis 1996. Il a effectivement montré une réduction du nombre de rechutes d'environ 10 à 15% à 3 mois, et donc 10 à 15% en monothérapie sans être associé à une prise en charge combinée. Donc c'est en effet pas énorme, mais c'est en effet ressemblable, par exemple, à un traitement antidépresseur. Il a un effet neuroprotecteur de réduction du craving et il est mieux dans un objectif de consommation, de abstinence totale. Il marche très très peu, encore de manière très médiocre, pour la consommation contrôlée. C'est un médicament qu'on va pouvoir démarrer au moment du sevrage ou même avant le sevrage, puisque pour atteindre son effet maximum, il a besoin de au moins 7 jours de prise à la dose cible. Nous avons des comprimés de 333 mg à débuter à deux comprimés deux fois par jour et à majorer à 3 fois par jour. Pour la naltrexone, elle montre aussi un effet de réduction de la consommation totale d'alcool et surtout en effet de réduction de l'abus sévère de l'alcool. Et c'est pour ça que dans cet effet de réduction de ce qu'on appelle des heavy drinking days, c'est des journées où il y a une consommation au-delà de 6 unités pour des hommes ou 4 unités pour des femmes, on voit une diminution de cette quantité plus importante de consommation et son effet sur les rechutes est pareil à celui du Campral. Donc, quand on parle de 6 unités, 4 unités, c'est l'équivalent de 6 petites bières pour les hommes ou 4 petites bières pour les femmes. Il faut surveiller la fonction hépatique quand on utilise la naltrexone, elle est hépatotoxique. Il faut faire attention aux patients qui ont un traitement chronique par opiacés, puisqu'elle est un antagoniste des opiacés. Et donc, s'il y a un patient avec un traitement chronique ou une dépendance, ça ira forcément précipiter en sévrage opiacé. Par contre, il n'y a pas d'interaction avec l'alcool et c'est pour ça qu'on pourrait l'utiliser dans un objectif de consommation contrôlée aussi. Des comprimés de 50 mg à débuter par un demi-comprimé et à augmenter à 2 fois par jour si nécessaire. Le nalméphène, c'est le plus récent médicament qui est disponible. La population cible et celle pour laquelle le médicament est remboursé, c'est des patients avec une consommation à haut risque, c'est-à-dire un patient qui va avoir des consommations décrites comme des heavy drinking days, des consommations plus de 6 jours dans le mois précédent, moins de 14 jours d'abstinence et sans symptômes de sevrage physique. Il est utilisé en anticipation du moment critique de consommation. Donc, il peut, en prenant un comprimé de 18 mg avant la circonstance et jusqu'à un maximum d'une fois par jour, il a montré ses effets en diminution de la quantité de consommation. Donc, il apporte un meilleur contrôle sur les limites de la consommation. Il est aussi un antagoniste opiacé et donc une des contre-indications, c'est comme pour la naltrexone, le traitement opiacé ou morphinique. Les études en Europe ont montré une efficacité de réduction des heavy drinking days par mois à 6 mois. Donc, il y a une diminution d'environ 2 journées par mois de consommation massive avec ce médicament et surtout une diminution de la consommation totale d'alcool par occasion qui n'est pas vraiment qui est assez importante, de 11 grammes par jour. Si on pense en unité d'alcool, c'est qu'une unité d'alcool, mais si on pense en termes de risque pour la santé et risque hépatotoxique, 10 grammes d'éthanol par occasion, c'est quand même quelque chose de très important.
Euh, le baclofen, comme je vous ai dit, utilisation off-label dans ce type de maladie. Il a été adopté dans le début des années 2000 en Italie et depuis lors, il y a eu plusieurs études et des méta-analyses contradictoires. Il ne doit pas être utilisé comme traitement de première intention. Son utilisation la plus justifiée, c'est toujours après un échec du Campral ou de naltrexone chez les patients qui vont privilégier un objectif thérapeutique d'abstinence totale et idéalement après une cure de désintoxication. Des différentes études ont été faites avec différentes doses et on a constaté que toute dose au-delà de 100 mg n'apporte pas de bénéfices supplémentaires et augmente énormément des risques. Les deux plus grandes études faites en Europe, en fait en France, Alpadir et Bacloville, ont montré une efficacité qui n'était pas tout à fait élargie à toutes les études. Et il y a eu effectivement, en augmentant les doses, un effet croissant des hospitalisations pour intoxication et une augmentation de la mortalité alors qu'il ne pouvait pas être plus efficace que les autres médicaments anticréviques. Donc, il y a surtout des préoccupations de sécurité pour ce traitement alors que l'efficacité est moindre. Et donc, ceci dit, nous avons plutôt quatre options thérapeutiques, dont naltrexone et nalméphène dans un objectif de diminution des risques et le Campral et le baclofen dans une diminution d'abstinence, dans un objectif d'abstinence totale. Une petite dia pour l'antabuse. Donc, il est plus disponible en Belgique depuis mars 2023. Et la raison de la disparition du marché de ce médicament, c'est parce que sa sécurité est aussi mise en question quand on se base sur le pouvoir du patient de contrôler sa consommation d'alcool. Donc, c'est un médicament qui va inhiber l'enzyme acétaldéhyde, qui va favoriser une accumulation d'une substance, du métabolisme de l'alcool qui va s'accumuler, qui devient fort toxique et qui est responsable de l'effet disulfiram. Et donc, cet effet, peut être assez simple, nausées, vomissements, en tableau plutôt digestif, mais peut aller jusqu'à une insuffisance hépatique. Et donc, pour donner ce type de médicament aux patients, on demande du patient qu'il y ait un contrôle face à son envie de boire et qu'il y ait moins de tentation de boire. Moi, j'ai jamais rencontré ce patient, franchement. Et donc, je trouve, moi, personnellement, fort dangereux de se baser sur ce type de mécanisme d'action. Ce qui est dans le pipeline de la recherche clinique, les analogues du récepteur glucagon-like peptide 1, le JLP1, que vous connaissez du traitement du diabète et de l'obésité. Et donc, il y avait déjà des données précliniques qui montraient une certaine efficacité dans la réduction de la consommation aiguë de l'alcool, de quelques indicateurs de la récompense liée à l'alcool. Et puis, à force d'utiliser le sémaglutide et le tirzépatide, qui est en une incrétine combinée agoniste GLP-1 et polypeptide insulinotrope, on voyait fortuitement qu'il y avait des patients qui déclaraient des consommations moindres d'alcool, moins envie de boire de l'alcool. Et donc, cela a été pris comme quelque chose très intéressant pour le traitement cible de cette maladie. Il y a une étude qui a été publiée récemment en février 2025 avec un groupe de patients. Donc, c'est une étude phase 2. Il y a très peu de patients inclus. 48 participants, dont la moitié a reçu du sémaglutide subcutané à faible dose une fois par semaine pendant 9 semaines au total, avec une majoration de la dose
Si le patient le supportait et s'il y avait un effet important, on avait une majoration de la dose versus placebo. On a vu à la fin de ces 9 semaines de programme que le patient avait effectivement une diminution de presque 50% de la quantité d'alcool consommé et de la quantité d'alcool dans l'air inhalé. Alors, c'est un design assez particulier, mais qui répond bien à la nécessité de la vie de tous les jours de ces patients. Donc, c'est une population qui ne cherchait pas de traitement, mais qui était bien diagnostiquée trouble dosage d'alcool. Et ça veut dire que ce groupe de patients inclus ne cherchait pas activement d'arrêter de boire. Donc, il n'y avait pas de psychothérapie, il n'y avait pas d'essai d'arrêt précédent. C'est une population, on va dire, vierge de traitement au niveau de son problème d'alcool. Euh, Ce qu'il y a à dire aussi, c'est que c'est un scénario dans un laboratoire de auto-administration d'alcool. Donc, le patient est invité à entrer dans une salle où il peut boire tout ce qu'il veut, tout ce qu'elle veut Un pendant, café, quoi. il n'y a pas de café. Non, non, mais c'est comme un café. Comme un café. Donc, il peut boire tout ce que le patient souhaite pendant 2 heures. Et ce qu'on va voir, c'est que finalement, les patients, au fur et à mesure qu'il augmente sa dose de sémaglutide, il va avoir moins envie de boire. Et c'est ça. Donc, pendant les 2 heures où l'alcool est disponible. Après, donc comme je vous ai dit, il y a une diminution euh, de la consommation lors du jour de la consommation, mais il n'y a pas eu de diminution des jours de consommation par calendrier. C'est-à-dire, on ne va pas savoir augmenter l'abstinence du patient, on va savoir diminuer la consommation par occasion de consommation. Il y a eu aussi un effet positif sur le craving et bien évidemment, il y a un effet sur le poids du patient, comme vous voyez, ce qui va rendre ce traitement, si jamais approuvé pour le traitement de l'alcool, restreint à une population que n'aura pas de problème à perdre du poids, qu'il n'y a pas de conséquences sur perte de poids. Encore une autre molécule en train de développement, une étude financée par l'industrie pharmaceutique. C'est Reclaim Study, aussi phase 2, en étude multicentrique. Et la molécule en question, c'est le pemvidutide, une molécule qui va combiner l'action GLP-1 et glucagon-like. Les le design de l'étude a été euh, montré lors de la réunion américaine des maladies du foie cette année-ci. Et il disait que les études dans la NASH, donc la maladie métabolique du foie, sera attendue vers la fin de l'année. Et pour l'alcool, ça sera que probablement aussi vers la fin de l'année, début 2026. C'est une molécule très intéressante au niveau de 4 indications cliniques, donc l'obésité, la NASH, le trouble d'usage d'alcool et la maladie alcoolique du foie. Donc on est aussi très curieux pour ces résultats qui sont encore en train de recrutement. Je passe dans une autre thématique qui n'est plus du domaine sci-fi, c'est bien réel et appliqué dans la vie de tous les jours actuellement, encore restreint à des essais cliniques, mais qui est déjà utilisé. Le traitement assisté par des psychédéliques, donc c'est un traitement assisté, ça veut dire qu'il est accouplé à une psychothérapie. Et donc pas juste de prendre un peu de champignons et regarder les résultats pour sa consommation d'alcool. Pourquoi l'enterrer sur des psychédéliques? Parce que c'est bien démontré que, à part l'effet de l'expérience psychédélique, il y a son mécanisme médié par la sérotonine, surtout au niveau des récepteurs sérotoninergiques de type 2, qui vont être intéressants dans la modulation de tonus dopaminergique, qui est en soi responsable pour tous les effets
en rapport avec les addictions. Alors, ce qui est en train d'être cherché dans les études de phase 1 et 2, c'est bien évidemment sécurité, tolérance, faisabilité, compliance. Les études les plus, avec un follow-up le plus prolongé sont à 6 mois actuellement. On va mesurer la consommation de la substance, la symptomatologie comorbide, en essentiellement anxiété, dépression, craving, et aussi les échelles de trauma qui sont souvent, pardon, des traumatismes qui sont souvent accouplés à des addictions. Les modifications neurobiologiques par imagerie cérébrale, par résonance et PET scan, et autres outcomes comportementaux comme le délai jusqu'à la consommation de la substance, la quantité la, et la capacité d'abstinence ou pas. Nous divisons les psychédéliques en deux classes. Les classiques, puisqu'ils ont son mécanisme d'action médié par les récepteurs de sérotonine de A, et les psychédéliques non classiques. Il y a une explosion d'utilisation et d'intérêt dans ce type de molécules parce qu'ils ont prouvé leur efficacité au niveau de la santé mentale dans le traitement, par exemple, de la dépression. Et donc, il y a une demande croissante de la population et du groupe médical. Et donc, dans les psychédéliques classiques, nous avons la psilocybine, LSD, DMT et mescaline. Ils ont des caractéristiques un peu différentes les uns des autres. Les psychédéliques non classiques, la kétamine, salvinorin, MDMA et ibogaïne. On va préférentiellement choisir dans les études les psychédéliques classiques vu leur profil de sécurité. Donc, brièvement, pour expliquer pourquoi l'intérêt de ces molécules, dans toute addiction, au début, il y a une phase de plaisir après l'utilisation d'une substance ou d'un comportement. Cette substance va induire une libération de dopamine au niveau, pour faire bref, il y a plusieurs centres cérébraux, mais au niveau du nucléo accumbens. Et ce qui va se passer, c'est qu'au fur et à mesure au plus on utilise, au plus on abuse de cette substance, moins de dopamine va être sécrétée. Et donc, le high de la substance est de moins en moins important, de plus courte durée. Et nous entrons alors dans une phase tardive on ne va plus consommer pour avoir le high, on va consommer pour éviter les symptômes associés au sevrage de cette substance. Et donc, ce que le psychédélique a montré, c'est que au niveau de la fente synaptique, au niveau du nucleus accumbens, ils vont pouvoir rétablir ce qu'on appelle ce tonus dopaminergique. Ils vont diminuer le seuil de sécrétion de la dopamine dans ce centre associé aux addictions et ils vont garder à la place de induire un pic très important, ils vont induire une légère libération beaucoup plus pareil à ce qui se passe effectivement dans les états physiologiques. Ce qui rend ces substances assez, comment dire, avec un potentiel de eux-mêmes de abus moins important ou négligeable. Et l'objectif serait de voir avec ces études de phase 2 combien de temps cet effet va perdurer. Est-ce que c'est quelque chose qui va durer juste un mois et après lequel il va falloir refaire la dose ou est-ce qu'il va induire ce qu'on appelle un rewire du système des addictions et va perdurer plus longtemps? En deuxième effet, c'est au niveau de la neuroplasticité, qui est ce qu'on appelle la capacité de rétablir toute cette communication entre différentes régions cérébrales. On va favoriser de nouveau une hyperconnectivité, une augmentation de l'entropie cérébrale. Donc, c'est ces deux effets particulièrement qui sont intéressants. Ici, je ne vais pas vous parler de toutes ces études-là, c'est juste pour vous dire qu'il y a beaucoup d'études qui sont en cours. Si on fait une petite recherche sur clinical trials, on va pouvoir trouver plusieurs études et c'est surtout la substance alcool qui est actuellement de plus enterrée parce que
comme je vous ai dit au début, l'impact social est très important. Il n'y a pas que l'alcool, il y a aussi la maladie alcoolique du foie qui est une des premières causes de cirrhose du foie. Et donc, c'est très intéressant de pouvoir découvrir des nouvelles molécules. Et c'est surtout, comme vous voyez, la psilocybine en composant des champignons qui est la molécule la plus utilisée. Je vais attirer votre attention pour cette étude qui est réalisée actuellement en train de recrutement dans l'unité d'alcoolologie à Brugman. Et donc, cette étude qui s'appelle, je pense que j'ai oublié le nom de l'étude, mais je vais y revenir plus tard. Et donc, l'objectif, c'est de diminuer la quantité de l'alcool et de tester la sécurité et la faisabilité de ces études, de ces substances. Et donc, j'ai eu le plaisir de assister à la présentation du docteur Félix Hever, psychiatre de Brugman, et Laetitia Vanderbis, psychologue dans leur unité d'alcoolologie, dans notre réunion ESBRA qui s'est passée à Bruxelles en septembre, et donc où ils ont présenté le design de leur étude. Et donc, au fil des 4 semaines de prise en charge dans leur unité d'alcoolologie, le patient va pouvoir bénéficier de cette thérapie en plus de la prise en charge habituelle et de routine de leur trouble dosage d'alcool. Et donc, il y a toujours, comme toute thérapie assistée, des entretiens de préparation à la dose de psilocybine et des entretiens d'intégration de l'expérience psychédélique. Et l'objectif, c'est de suivre ces patients en termes de quantité de la consommation d'alcool, mais aussi de neuroplasticité à 1 mois puis à 6 mois du suivi. Pour rebondir à ce niveau, il est toujours essentiel de avoir une utilisation des psychédéliques et du coup, c'est dans ce contexte qu'il marche mieux. C'est comme auxiliaire de la psychothérapie. Il est très important que l'endroit et l'état d'esprit du patient qui le prend soit l'idéal. Et donc, c'est pour ça qu'il est très important de favoriser un contexte que soit favorable à une expérience positive pour le patient. Et c'est ça que les études ont aussi, sont en train de rechercher. Quel est le setting le plus intéressant pour l'utilisation de ce type de thérapie? Euh, Quand on parle de psychothérapie, on parle alors de ce qui a été prouvé efficace dans le trouble dosage d'alcool. Ce qui est étudié dans les études, c'est surtout la thérapie cognitivo-comportementale, l'entretien motivationnel et plus actuellement, comme on vient de le voir, la thérapie assistée par les psychédéliques, associée à une thérapie conventionnelle qui peut elle-même combiner plusieurs façons de travailler. Et c'est dans cette idée que les études ont montré que effectivement, quand on compare une prise en charge pharmacothérapeutique seule ou une prise en charge pharmacothérapeutique accouplée à une thérapie cognitivo-comportementale ou entretien motivationnel, elle est beaucoup plus efficace pour ces deux médicaments testés, la naltrexone et le camprosate, quand ils sont accouplés à une thérapie. En termes de modulation du microbiote intestinal, alors il y a déjà des études au niveau de certaines maladies neurologiques et psychiatriques qui ont bénéficié d'une modulation du microbiote et donc pourquoi pas les addictions. Alors, petit récapitulatif, pardon. Le microbiote intestinal, c'est l'ensemble des microbes qui habitent dans notre corps et surtout dans notre côlon. Il est influencé par la génétique, l'alimentation et les facteurs environnementaux. Les deux phyla qui sont les plus
prédominant, c'est les bactéroïdètes et les firmicutes. Et on va voir qu'il y a un intérêt de ces deux types de bactéries pour la prise en charge au niveau de la manipulation. C'est surtout la modulation du système immunitaire via les acides gras à chaîne courte que on va utiliser cette modulation. Les acides gras à chaîne courte sont des acides gras produits par les métabolismes des glucides par les bactéries anaérobes au niveau de l'intestin et ils ont un rôle très important dans l'interaction avec le système immunitaire et c'est surtout le butyrate qui nous intéresse. Euh, Quand il y a un déséquilibre de ce microbiote intestinal, on appelle ça de dysbiose. Dans plusieurs études précédentes, on a vu que la consommation d'alcool favorise cette dysbiose. C'est bien documenté déjà. Et c'est à travers des mécanismes d'augmentation de la perméabilité de la muqueuse intestinale et une augmentation des marqueurs inflammatoires que la maladie alcoolique du foie et les troubles d'usage d'alcool au niveau du cerveau pourraient être en cible de ce type de manipulation. On va pouvoir agir au niveau des prébiotiques, des probiotiques, des postbiotiques. Et donc, l'objectif serait à diminuer la consommation, mais aussi les symptômes psychologiques associés aux troubles d'usage d'alcool, comme je vous ai dit précédemment. Est-ce que cette manipulation pourrait diminuer la consommation d'alcool et ces symptômes? C'est la grande question. L'étude qui a été déjà clôturée dans l'unité d'alcoolologie à l'hôpital Saint-Luc, c'était une étude prospective où on donnait des fibres de type inuline aux patients et on allait tester comment ce microbiote réagissait et comment la quantité d'alcool et les symptômes psychologiques étaient évolués au fil du temps. On a vu tout d'abord que de supplémenter par ce type de fibres augmentait les bactéries qu'on appelle les bonnes bactéries, les bifidobactéries, qui sont connues pour avoir un effet plutôt anti-inflammatoire, qu'il n'y avait pas vraiment d'impact sur les symptômes psychologiques, mais qu'il y avait une augmentation de la sociabilité de ce type de patients, ce qui est un facteur très important dans leur conduite addictive. On a vu aussi qu'il y avait une corrélation directe entre la sociabilité et les bifidobactéries, ce qui nous amène à la question, est-ce que ces bifidobactéries jouent effectivement un rôle dans la modulation du comportement social pour ce patient? Au niveau encore manipulation du microbiote dans un objectif de diminuer la neuroinflammation, une étude qui a terminé aussi de recruter et dont les données sont en train d'analyse, c'est l'étude oméga 3. De nouveau, dans l'idée, est-ce que la supplémentation des oméga 3 pourrait diminuer ce que je viens de vous dire en termes de consommation d'alcool et de symptômes psychologiques. Il n'y a pas vraiment d'étude encore, c'est une étude en cours. L'objectif serait de tester par quel mécanisme les oméga 3 pourraient agir. Est-ce que ce serait un effet direct sur le cerveau? Est-ce que ce serait un effet bénéfique à travers la manipulation du microbiote intestinal avec une diminution de la porosité de l'intestin? Ou est-ce que ce serait encore une diminution directe sur les marqueurs inflammatoires que après pourrait avoir un impact positif sur la neuroinflammation? Voilà, je vous raconterai dans un an ou deux. Dernière molécule en train de recherche de ce que je viens vous présenter aujourd'hui. Cette classe que vous connaissez d'autres maladies certainement, les inhibiteurs de la phosphodiesterase 4,
à savoir qu'il y a plusieurs isoformes et chaque isoforme va avoir un rôle différent sur la pathogène de la maladie. Et, par exemple, l'apremilast, il est connu pour le traitement de l'arthrite psoriasique aux États-Unis et dans la prise en charge de la maladie de Behçet. Au niveau du tube digestif et des maladies hépatiques, il y a aussi un potentiel d'action au niveau de la fibrose hépatique, au niveau de la maladie intestinale inflammatoire et pourquoi pas au niveau des addictions et de la maladie alcoolique. Alors, cette étude qui a été clôturée et publiée en 2023 en utilisant cet inhibiteur, l'apremilast, a montré qu'il induisait une augmentation d'activité neuronale au niveau du nucléus accumbens et qu'il y avait effectivement une diminution de la consommation d'alcool chez cette population testée. Encore plus récemment, un nouveau inhibiteur de la phosphodiesterase 4 avec un meilleur profil de biodisponibilité qui a montré dans un modèle animal, mais aussi déjà des études en phase 2 chez les personnes addictes, aussi un potentiel de diminution de la consommation et des symptômes associés. Et juste pour terminer, et donc je voudrais de nouveau souligner que cette prise en charge multidisciplinaire est très intéressante, très importante, et qu'il serait très important de augmenter cette communication entre les addictologues peut-être et les hépatologues et aux gastroentérologues en général, puisqu'il sera très difficile de combler sur une même personne, sur un même spécialiste, tous les versants, tous les rôles, toutes les nécessités d'un patient qui est porteur d'une maladie chronique. Est-ce que de plus en plus est prévu comme en étant plus intéressant pour la prise en charge efficace de ce type de patients? C'est une prise en charge combinée hépatologue, psychiatre, psychologue, assistante sociale, soit en réseau à distance, soit de préférence dans des unités avec un travail plus intégré. Et pour toute personne qui prend en charge un malade porteur d'une maladie du foie, il est toujours très important de réparer un abus d'alcool et vice-versa. Toute personne qui prend en charge la maladie de dépendance à l'alcool, il est très important de faire un screening de la maladie hépatique alcoolique. Et donc, cette communication addictologue, hépatologue est très importante. Et si on peut avoir des hépatologues avec une formation en maladies alcooliques ou des addictions en général, il est déjà été prouvé qu'il serait particulièrement bien positionné pour la réduction de la consommation d'alcool, pour un objectif d'abstinence, avec au sang psychothérapie accouplée. C'est-à-dire que dans la prise en charge de ce type de patient, avoir un spécialiste qui va porter sur lui la capacité de discuter avec le patient des résultats de son bilan physique, mais aussi de sa dépendance, soit de sa maladie psychologique, c'est quelqu'un qui est vraiment bien positionné pour entamer ce dialogue et entamer le changement de consommation. Et donc, pour renforcer la maladie alcoolique, c'est une maladie chronique. De nouveau, c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas trop de médicaments disponibles pour la prise en charge de cette maladie. C'est aussi des limitations en termes de connaissance du fonctionnement de ces médicaments qui empêchent souvent qu'on débute une pharmacothérapie associée à la prise en charge de ces patients. Les options thérapeutiques qui sont en train de recherche et pour lesquelles les résultats sont assez optimistes, les psychédéliques, les analogues GLP-1, les inhibiteurs de la phosphodiesterase 4
et la modulation du microbiote intestinal. Et peu importe la molécule utilisée pour le traitement, elle fonctionne toujours mieux si intégrée dans un projet psychothérapeutique et surtout multidisciplinaire. Voilà. Merci, Anna-Sophia. Je pense que tu as démontré que c'était quand même on ne va pas dire une spécialité, mais en tout cas une expertise importante de la prise en charge de ces patients. Euh, je pense aussi, ça pourrait faire l'objet d'un autre séminaire quand on voit toutes les addictions. Elles ont des points communs et puis elles ont des points également de divergence. Et je pense la drogue, le tabac, plus d'autres types d'addictions non, je dirais non chimiques. Euh, et ici, un des points importants, je trouve, avec l'addiction à l'alcool, c'est les conséquences organiques qui peuvent être plus aiguës que dans d'autres types d'addictions. L'addiction au tabac, bien sûr, c'est plus sur le long terme, tandis que l'addiction à l'alcool peut avoir des conséquences physiques importantes et donc enfin quand même une certaine spécificité. Question, commentaire? Est-ce qu'on peut mélanger des médicaments, par exemple le disulfiram, avec des analogues? Ou bien est-ce que c'est chaque fois une monothérapie? Les analogues ne sont pas encore approuvés à ce fin thérapeutique, donc on ne peut pas. Non, mais s'ils étaient, par exemple. Euh, pour l'instant, les études sont utilisées en monothérapie, c'est-à-dire analogues seuls et pas combinés avec d'autres médicaments déjà disponibles comme anti-craving. Mais je ne rajouterai le disulfiram au cocktail anti-craving. Je ne rajouterai pas. Oui, non, non. C'est une question. Euh, Dans la plupart des études, comment est-ce qu'on évalue la consommation d'alcool? C'est ce que le patient vous raconte. oui, c'est basé sur des questionnaires qu'on appelle time back follow-up. C'est des questionnaires qui vont être, qui vont faire le patient autodéclarer sa consommation Oui, dans la dernière semaine, le dernier mois. C'est surtout les derniers 8 jours maximum. C'est-à-dire c'est ça. la dernière, c'est toujours en autodéclaration. Oui, Par contre, les études, par exemple avec les psychédéliques et les analogues, et par exemple, l'étude que je vous ai montrée qui est en train de recrutement à Brugman, ils vont mesurer le phosphatidyléthanol, le PETH, qui est un marqueur beaucoup plus précis. précis de la consommation d'alcool et que nous remet pour la consommation du dernier mois, un petit peu comme l'hémoglobine glycatée pour le diabète. Parce qu'en effet, c'est très important de bien mesurer la consommation d'alcool. Il est beaucoup plus fiable aussi que le CDT. Il y a beaucoup moins d'effets variables pour le CDT que pour le CDT. Olivier. Si. Je suppose qu'il y a des facteurs génétiques dans la dépendance, que ce soit à l'alcool ou à d'autres dépendances d'ailleurs. Donc, en tous les Oui, cas, oui. familial, il y a des familles où on boit, des familles où on fume, etc. Mhm. Et donc, est-ce que les traitements sont adaptés en fonction de la présence de facteurs génétiques ou pas? Non, je ne me suis pas trop allongée, mais quand on parle par exemple de craving, il y a effectivement une charge génétique très importante pour certains cravings. Donc le craving de récompense, c'est une manifestation surtout de la dépendance pour laquelle il y a une charge génétique très importante. C'est des patients plutôt de type personnalité, par exemple antisocial, qui vont rechercher ce type de augmentation du plaisir, augmentation des sensations par la recherche de la substance. Et bien évidemment, euh, les médicaments qui marchent mieux dans ce type, comme j'ai précisé précédemment, la naltrexone et l'énaméphène ont montré plus de résultats. Il y a aussi, en termes de psychothérapie, des façons de travailler beaucoup plus dédiées aux familles, donc la thérapie familiale pour des familles avec une charge génétique très importante. Alors, je pense que la consommation d'alcool, l'abus d'alcool, c'est probablement
l'abus de substances le plus commun, c'est parfois très compliqué de déceler qu'est-ce qui était une charge génétique fort présente dans cette famille. Mais il y a effectivement des études génétiques et de la prise en charge psychothérapeutique aussi qui visent les familles fort porteuses de la dépendance à l'alcool. Ben, je trouve un des éléments de ton exposé, c'était le caractère finalement très individu dépendant quant à le type de prise en charge, qu'elle soit médicamenteuse ou pas médicamenteuse. Et si on fait une ligne du temps par rapport à la façon dont on concevait le sevrage alcoolique il y a 50 ans, où tout était extrêmement stéréotypé, il y avait moins de molécules aussi. Ici, on a quand même une approche quand même qui est très personnalisée et avec un élément, je trouvais, qui était presque contre-intuitif, qui est la consommation contrôlée. Alors que je me rappelle, là, quand je travaille aussi à Bruckmann dans les unités d'addictologie quand j'étais candidat spécialiste, où là, la règle, c'était plus une molécule d'alcool, Abstinence totale. terminé. S'il y a des parfums à la maison, il faut mettre les parfums au bac parce que dans des situations de ce type-là, on consomme de l'eau de Cologne et autres affaires. Oui, enfin, et donc qu'on n'imaginait pas qu'on puisse avoir quelque chose, mais écoutez, soyez gentils, buvez un tout petit peu, mais pas trop. Et ici, on a un concept qui est quand même différent, Nouveau. mais si j'ai bien compris, dans des situations extrêmement ciblées, où on se rend compte que si on ne fait pas ça, on n'y arrivera pas du tout. Mhm. Et ça donne quand même des résultats, cette consommation contrôlée. Non, je pense qu'il faut voir un petit peu ce qui est derrière cette vision de la consommation contrôlée. L'objectif, ce n'est pas que cette consommation contrôlée reste médicament dépendant sur le long cours. On travaille vraiment sur la diminution du dommage organique. On sait que 10 grammes de diminution par jour d'éthanol, c'est quelque chose qui va nous faire bénéficier énormément en termes de conséquences hépatiques, en termes de conséquences du risque d'un cancer du foie, par exemple. Et donc, pour des patients avec une consommation très particulièrement euh, explosive par occasion, comme c'est le cas du binge drinking qui n'est pas une consommation journalière, où il y a entre occasions des périodes d'abstinence totale. C'est un groupe très particulier de patients qui peuvent bénéficier de ce type de traitement, à savoir que cette consommation explosive est moins toxique pour le foie, mais elle est très neurotoxique. Donc, on va aussi gagner en termes de santé cérébrale. Et pour le patient chez qui on est en train de travailler sur la motivation pour l'abstinence totale, mais qui est un patient qui se présente comme n'étant pas tout à fait prêt pour un arrêt total, en arrivant à mon objectif, à moi, alcoologue thérapeutique d'une abstinence totale, je vise plutôt une minimisation des dégâts. Oui. Ça, pour plusieurs patients, je me rends compte que j'ai le temps. Je peux travailler à travers TCC, entretien motivationnel, pendant 2 ans et j'arriverai à convaincre le patient que tout ce qu'il existait comme facteur pour la consommation, c'est finalement des choses mauvaises qu'il arrive à cause de sa consommation d'alcool. Et donc, le patient se sent prêt à l'abstinence totale. Pour y arriver, pour certains patients, je ne peux pas ignorer le fait de la toxicité quand même sur son état physique, de santé, les conséquences légales, les conséquences familiales, les conséquences au travail. Il y a quand même une charge socio-psychologique Mais, très importante à mais les travailler. mécanismes sous-jacents sont très différents d'un consommateur journalier. On est quand même Oui, dans deux types de situations physiopathologiques tout à fait tout différentes. à fait différente. Et à savoir qu'on va intervenir en fin de ligne, on va Mm. intervenir dans la phase de dépendance, ce qui est peut-être moins le cas du traitement par Sélancro où on vise une consommation contrôlée. C'est peut-être un patient qui n'est pas au stade de dépendance sévère, qui a un trouble d'usage d'alcool, mais pour qui on sait encore avoir des jours sans consommation. Pour faire le lien avec le tabac,
dans la BPCO, on sait qu'il y a 40% des patients BPCO qui continuent à fumer alors que le diagnostic de BPCO est avéré et alors qu'ils savent que s'ils continuent à fumer, bah, la maladie va progresser. Et c'est vrai qu'avant, on parlait de tolérance zéro, mais on est plus aussi sur en disant, ben voilà, déjà réduire la consommation de tabac, c'est déjà bénéfique parce que ça permet de ralentir la progression de la maladie. Et on se dit que, enfin, les études montrent que plus les gens diminuent la consommation, plus il y a des chances qu'ils arrêtent un jour d'arrêter, enfin, qu'ils arrivent un jour à arrêter de fumer. Donc, on est un peu sur un processus similaire. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a deux écoles Oui. et je pense que Ben, c'est tout à fait un concept nouveau et il y a pas mal de gens qui ont encore beaucoup de mal à accepter qu'on peut travailler sur une diminution avant d'arriver à l'abstinence totale. D'un point de vue toxicité, on a parlé à juste titre surtout du foie, mais il ne faut pas oublier les autres toxicités. Je pense notamment à ces débauches d'alcoolisme du week-end et les conséquences du lundi matin avec des accès de fibrillation auriculaire. Donc, il y a toute une série d'autres conséquences donc, qu'il faut garder à l'esprit en termes oui, en termes de conséquences organiques, médulaires, cardiaques. Éventuellement pulmonaire quand ils avalent de travers à un moment donné, Oui, mais l'alcool et augmente la neurologique. toxicité du Oui, tabac, le tabac augmente la oui. toxicité de l'alcool. OK. Bien. Merci beaucoup, Anna-Sophia. Merci aux intervenants et à la semaine prochaine.